du mouvement Jàmmi Gox Yi. Fadel Barro, bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent aujourd'hui sur les plateformes du groupe Futurs Médias et sur la TFM. C'est avec beaucoup de plaisir, je l'ai dit, que nous vous recevons. On connaît votre engagement avec Y'en a marre. Vous avez été longtemps coordonnateur sur l'état des droits humains, sur la liberté d'expression. Tout cela et l'actualité du jour est dominée par la convocation de Badara Gadiaga à la cybercriminalité. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Un sentiment d'écœurement, qui nous a toujours habitués à chaque fois que la liberté d'expression est malmenée dans notre pays, mais aussi partout dans le monde. Un sentiment d'incompréhension quand nous avons un régime qui a obtenu une victoire aussi éclatante. Dire que c'est lors du premier gouvernement issu du Gatsa que l'on connaît cette recrudescence ou cette continuité de ce même système qui oppresse et qui judiciarise le débat politique et les opinions politiques. C'est un système qu'on avait cru définitivement enterré avec Macky Sall. Mais malheureusement, on se rend compte qu'on va de pire en pire. On parle aujourd'hui de Badara Gadiaga, mais regarde, quand vous voyez l'ampleur de la lutte que la diaspora a menée pour que ce Sénégal-là change et que vous vous dites que quelqu'un comme Assane Diouf est toujours en prison, les gens ils oublient là-bas. Je me demande où sont tous cette diaspora, cette société civile de la diaspora qui s'est toujours battue pour porter une voix forte. Assane Diouf, on peut penser ce qu'on veut de lui, on peut ne pas être d'accord avec lui, comme Badara Gadiaga, comme Bachir Fofana. Ils n'ont que des opinions qu'ils défendent et on ne pensait pas que c'est ce premier gouvernement issu de ce régime, issu de toute cette campagne de Gassa, d'un débat franc, sincère et ouvert, de ce débat politique que Pastef a amené dans l'espace public sénégalais, ce débat frontal, ce débat où on ne met pas de gants. Et aujourd'hui, ils veulent le judiciariser. C'est bien dommage, mais c'est aussi, comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme de l'or et le feu. À chaque fois que vous essayez de faire taire ou de réprimer des voix discordantes, des opinions au Sénégal, vous ne faites que les rendre beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, ils n'ont fait que donner de l'ampleur à Badara Gadiaga, et pas plus. Mais justement, l'unanimité qu'il y a eu autour de Badara Gadiaga avec la société civile et même les politiques, qui en général ne parlent pas de la même voix, mais cette fois-ci, tous pour dénoncer ce qui se passe. Parce que c'est mal connaître les Sénégalais et de leur détermination et la marche et le désir réel et ardent des Sénégalais de vivre dans une démocratie. À défaut de pouvoir s'occuper de convenablement, d'avoir un gouvernement qui s'occupe convenablement de nos problèmes sociaux, de nos problèmes de survie, de nos problèmes d'accès à une électricité pas chère, d'avoir accès à de l'eau potable, de pouvoir s'occuper convenablement des inondations qui vont arriver bientôt, de s'occuper de l'encombrement de la voie publique dans Dakar et dans toutes les grandes villes. À défaut de faire face aux problèmes des Sénégalais, nous avons des gouvernants qui agitent, qui attrapent et qui font parler l'opinion pour faire du bruit, pour qu'on ne s'occupe pas de nos vrais problèmes. Eh bien, c'est ça qui est peine perdue. Parce que c'est juste différer le problème. C'est comme mettre du paracétamol sur une plaie que vous refusez de guérir. Eh bien, on peut distraire l'opinion pendant un temps. Eh bien, l'opinion reviendra avec ses questions accrues sur l'état de la vie au pays. Le Sénégal qui est inquiète face à un monde qui bouge et un gouvernement qui a suscité tellement d'espoir, qui a suscité tellement de soutien de la part des Sénégalais. Au lieu d'apporter des réponses, on veut encore nous retarder sur ce qui a toujours sonné le glas d'un régime. Parce qu'à chaque fois qu'un régime politique au Sénégal s'attaque aux libertés, c'est qu'il sonne en même temps son glas. Et c'est dommage que même pas à 2 ans de cette gouvernance, de magistère anti-système, qu'on se retrouve dans ces profondeurs d'un système qu'on avait cru définitivement enterré avec l'avènement de Pastef au pouvoir. Je parlais de la société civile avec les Birahim Seck, Moundiaye Cissé, Babacar Ba, j'en oublie, mais surtout le doyen Alioune Tine sur cette affaire qui dit ce n'est ni au procureur, je le cite, ni à la
criminalité de faire la police des idées. Ça résume. Non seulement ça, mais je comprends le doyen Alioune Tine, il doit être gêné. Mais je comprends sa gêne, je comprends l'incompréhension qui habite tous ces gens qui ont défendu ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que Macky Sall, le régime de Macky Sall, on avait estimé qu'il les brimait. Alioune Tine les a toujours défendus. Cette société civile-là dont vous parlez a été vent debout pour protéger Ousmane Sonko, pour protéger Diomaye. D'ailleurs, c'est ce que Birahim Seck a dit. Si nous défendons ce que nous avons défendu. C'est comme dire que la TFM organise aujourd'hui des choses que je ne comprends pas. C'est un média qui organise un débat pluriel. Et heureusement d'ailleurs. Parce que si les gens ne s'affrontent pas sur le plan des idées, eh bien, ils vont s'affronter par les armes. Et il faut qu'on en arrive là. Si des gens se sont sentis, surtout un gouvernement, si vous sentez pas sans réponse, apportez des réponses. C'est des réponses que les gens demandent. C'est pas à la division de la cybercriminalité. Et ce qui est triste de voir, c'est quoi? Avant, sous Wade, c'était la DIC qui réprimait les opinions. Ensuite, on a vu que petit à petit, sous Macky, il y avait l'adage. Aujourd'hui, à la fin, c'était la cybercriminalité. Aujourd'hui, chaque fois, chaque nouveau régime prend une direction de la police ou de la gendarmerie et malheureusement, et par ce fait, finit par instrumentaliser et à décrédibiliser des institutions comme la police. La police n'a rien à voir sur les débats d'opinion publique. Une contradiction dans une émission télé ne peut pas être arbitrée par la police. Si quelqu'un s'est senti offensé, il porte plainte. Je pense que ça, c'est à la justice. Et puis maintenant, les délits de presse, on ne devrait même plus en parler au Sénégal. Les délits d'opinion, on ne devrait même plus en parler au Sénégal. En tout cas, la criminalisation de ces délits-là, je pense qu'on devait en finir. Et c'est bien dommage. Et cette mise en demeure également du CNRA à l'encontre. Mais c'est encore l'utilisation des institutions pour réprimer, pour casser des opinions. Il y a eu aussi là-bas levée de bouclier de l'ensemble de... Mais personne n'est d'accord et personne ne sera d'accord. Mais moi, j'ai envie d'appeler à ces acteurs de la société civile et même aux membres de ceux qui disent qu'ils sont anti-système, à ceux qui sont au PASTEF, à ceux qui sont dans tous les autres partis, même s'ils ne sont pas d'accord avec ceux qui les accusent de je ne sais pas quoi, mais c'est à eux de défendre la démocratie sénégalaise. On ne peut pas s'être battu jusqu'à s'il y ait combien de morts et que vous arrivez au pouvoir, vous reprenez les mêmes choses. Ceux qui étaient battus, c'est à eux de se défendre et de rappeler à monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et au président Bassirou Diomaye Faye que ce n'était pas pour ça qu'ils avaient été élus. Ce n'est pas pour ça que les gens étaient prêts à mourir. C'était pour le changement du Sénégal. Mais à chaque fois que les peuples, notamment au Sénégal, que les gens se battent pour arriver à un changement, ce sont les politiciens qui nous retardent. Et c'est ça qu'il faut, c'est ce dégueu-là qu'il faut sauter. Et j'en appelle à la vigilance de la société civile, en dehors des déclarations et en dehors de la dénonciation. Il est temps que les gens s'organisent pour vraiment protéger nos institutions, de nos hommes politiques, parce que c'est de nos hommes politiques qu'il s'agit. Cette pratique politicienne qui ne change pas, qui est difficile à accepter. Alors, pour rester avec l'état de la démocratie et des droits humains, je sais que vous intervenez au-delà du Sénégal, surtout dans le Sahel. Dans le Sahel également, quel état... C'est triste et lamentable. Si vous voyez, vous êtes dans un pays comme le Burkina Faso, les défenseurs sont en prison. Quelqu'un comme Maître Kam, qui avait porté sa touche d'ailleurs pour venir au Sénégal défendre Ousmane Sonko, est toujours maintenu en prison sans que le Sénégal ne se prononce. Vraiment. Vous allez aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer la disparition de Biloba et Founike Mengue en Guinée, qui ont complètement disparu depuis plus d'1 an. On ne sait pas où est-ce qu'ils se trouvent. Si vous allez au Niger, vous voyez les journalistes sont aussi brimés, opprimés. Au Tchad, c'est pareil. Et là où le Sénégal, c'est là où on attendait à ce que le Sénégal prêche par l'exemple, que le Sénégal ouvre les horizons, que le Sénégal ne se mette pas derrière ces pratiques que l'on pensait voir que dans des pays où les gens font la négation de la démocratie et des droits humains, comme dans les pays de l'AES. C'est là où il y a une incompréhension, où le Sénégal doit venir apporter de la lumière. Et bien malheureusement, le Sénégal est en train de s'assombrir de ce point de vue-là. Mais oui, dans le Sahel, nous restons encore une lumière, mais une lumière à préserver, parce qu'aujourd'hui, attaqués par des politiciens qui ne devaient pas se comporter comme tels, parce que ce n'est pas par cette promesse qu'ils ont obtenu plus de 54% des voix des Sénégalais. Alors, nous restons toujours avec la politique, avec le système de gouvernance actuellement. Comment est-ce que vous le voyez? Bon, là, c'est plus de l'analyste, vous savez.
l'architecture institutionnelle du Sénégal jusqu'ici est un régime présidentiel organisé à partir de la présidence de la République. Quand vous décidez à la suite d'une élection de déplacer ce système de gouvernance au niveau de la primature, alors que le reste du corps de l'administration sénégalaise était habitué à fonctionner avec la présidence de la République, il y a blocage. Et je pense que c'est ce qui explique le blocage dans lequel on se trouve aujourd'hui, où le pays est dans une récession, les ménages sentent qu'il y a une non-décision au sommet de l'État. Je pense que ça vient du fait que cette dualité, cette bicépalité au sommet de l'exécutif qui ne s'éclaircissent pas et qui n'est pas assez clair et clarifié par des textes clairs et des critères clairs, mais qui est piloté à vue selon les émotions et selon les intérêts du moment, bloque et plombe tout notre élan à sortir de ce marasme économique dans lequel le pays est plongé. Je pense qu'il faudrait vite que les gouvernants, en tout cas ceux qui tiennent le pouvoir, corrigent cela parce que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il faut s'arrêter. Comment? Peut-être qu'il faut que le Premier ministre prenne ses responsabilités et prenne une autre station dans l'étalage dans l'architecture des autorités du pays, ou bien que le président prenne ses responsabilités en démettant le Premier ministre. Mais je pense que ce gouvernement qui ne fonctionne pas et qui ne marche pas, parce que sinon on est dans un impasse incompréhensible. Alors Fadel Barro, vous avez très rapidement parlé de dualité avant de passer très vite à la bicéphalité. Je vous ai bien suivi, mais entre les institutions, la primature, la présidence, mais en parlant de dualité, est-ce que vous craignez en réalité une dualité au sommet entre le président de la République et le Premier ministre? La dualité existe. Attention, c'est-à-dire que pour vous déjà la dualité est là. Il ne faut pas charger les. Il faut pas. Je suis dans un espace hors partisanerie. J'analyse froidement les choses. Nous avons dans un pays avec un système politique qui est jusque-là un système présidentiel connu. Hyper présidentialiste même, oui. Et nous avons une primature qui est devenue surabondante et surimmense avec beaucoup de prérogatives. Et même une Assemblée nationale de plus en plus où il y a tout un cabinet derrière le président derrière le président de l'Assemblée nationale. Cela provoque forcément le reste de l'architecture institutionnelle du pays va le subir. Alors que nous étions habitués à fonctionner à partir de la présidence, on déplace le pouvoir petit à petit vers la primature. Si je devais le dire en wolof, je veux dire que yàlla dafa fal président mu mel ni nanguwu ko yàlla xañ ko nit mu mel ni nanguwu ko et ça crée un impasse. On n'avance pas, on ne s'en sort pas. C'est en cela que je dis que peut-être que il faut que le Premier ministre lui-même tire toutes les conséquences de ce non-succès de leur système ou que le président de la République prenne toutes ses responsabilités. Mais en tout cas, il faut arrêter cette situation qui n'avance pas. On n'avance pas. Alors, Fadel Barro, démissionner ou être démissionné me semble une des solutions primordiales pour sortir le pays dans l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Que le Premier ministre démissionne ou bien qu'il soit démissionné par le président de la République. Alors, que retenir du dialogue politique, du dialogue sur le système politique? Parce que vous avez participé à ce dialogue. Nous sommes allés au dialogue politique en tant que Djammi Gohi pour défendre la démocratie. Parce que nous avions justement estimé que face à quand les politiciens se réunissent, les gens peuvent regarder leurs propres intérêts sans regarder l'intérêt général. Et quand nous sommes allés au dialogue, nous nous sommes battus pour constituer une voie. Une voie que nous avions appelée d'ailleurs l'intérêt général. Peut-être on y reviendra plus tard. Et cette voie avec d'autres mouvements et aussi des organisations politiques non alignées, nous avons essayé de défendre ceci. Par exemple, cette question-là sur la rationalisation des partis politiques. Il fallait justement être là pour que la rationalisation ne signifie pas un rétrécissement de l'espace civique et l'espace politique sénégalais. Pour continuer à défendre la liberté d'entreprendre politique, d'entreprendre religieux, d'entreprendre économique, d'entreprendre social, sur lequel le Sénégal est assis depuis des millénaires. Il ne fallait pas le restreindre, on est allé le défendre au dialogue. Mais aussi, il y avait dans notre commission des velléités de vouloir encore prendre en charge, comme le diraient les jeunes là, prendre en charge l'aristocratie politique sénégalaise avec ce poste le statut de chef de l'opposition. Il fallait s'y opposer pour préserver les deniers publics des Sénégalais, que les politiciens ne se le partagent pas entre eux, parce que déjà j'estime que nos politiciens nous coûtent trop cher. S'il faut encore prendre un statut pour un chef de l'opposition, c'est un problème. Toutes ces questions-là ont été débattues, mais encore une fois de plus, ce dialogue, nous y étions pour préserver la démocratie, parce que parfois les gens disent qu'ils préservent alors qu'ils sont en train de le noyer. Mais au bout du compte, à quoi a servi ce dialogue?
si vous regardez qu'on peine à avoir les conclusions, si les conclusions des dialogues précédents, telles que celles sur les assises de la justice, n'ont pas donné, n'ont pas empêché à ce qu'aujourd'hui un Assane Diouf, un Badara Gadiaga ou un Bachir Fofana ne soient maintenus ou poursuivis pour des délits d'opinion. À quoi servent toutes ces rencontres et ces rendez-vous? Je pense que c'est à nous, les acteurs, de nous organiser comme il faut si on veut sortir le Sénégal de cette impasse dans laquelle il est plongé depuis de plusieurs décennies maintenant. Alors, Fadel Barro, actuellement, le président de la République est à Washington, où il a été reçu par le président américain Donald Trump. Le Sénégal et les guerres commerciales dans tout cela, dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, donc président Diomaye qui part aux États-Unis, le Premier ministre qui part en Chine. Comment est-ce que vous voyez tout cela aussi? J'aurais pu dire que c'est une bonne nouvelle si le Sénégal peut avoir de gens, un Premier ministre capable d'aller jusqu'en Chine, parler avec le président chinois sur les intérêts du Sénégal, en même temps que le président de la République va discuter avec le président, son homologue américain, Donald Trump. Mais faut-il que tout cela soit défini dans un agenda et une vision claire, portée, expliquée aux Sénégalais et pour des objectifs déterminés que les Sénégalais connaissent? Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Tout le monde a peur de Trump. On nous met en brochette. Le président de la République est reçu en brochette avec d'autres présidents. Bon, on connaît Trump. Mais qui nous défend? Qui défend le Sénégal et les Sénégalais face aux attaques de Trump? Qui défend les Sénégal et les Sénégalais face aux attaques aussi de la Chine? Parce que quand on parle de souveraineté, il faut aussi regarder du côté de la Chine. Moi, j'aurais aimé que si le Premier ministre rencontre les dirigeants chinois, qu'on s'occupe des allées centenaires. Vous avez des sabatiers, des cordonniers, des bijoutiers, des charpentiers, juste à l'autre côté de l'angle, mais vous ne voyez pas leurs produits sur le marché des centenaires. Parce que tous les marchés, la plupart de ces produits-là sont importés de la Chine. Et cette importation tue l'artisanat sénégalais. Cette importation tue l'entrepreneuriat des Sénégalais. Mais on n'en parle pas. Qui nous protège face à Donald Trump, qui nous insulte à longueur de journée, qui se comportent comme ils veulent avec les Africains. Aucun respect pour nous, aucune dignité à notre égard. Mais qui nous défend? Face à tout cela, nous avons des présidents, pour la plupart en Afrique, qui ne regardent que leur intérêt du jour. Personne ne défend cette dignité africaine-là. Et tout ça là me semble être un bon pilotage à vue où le Sénégal est inexistant. Parce qu'on n'arrive pas à nous identifier clairement. Parce que tu sais ce qui fait le charme d'un pays, ce qui fait le charme de la diplomatie d'un pays, c'est de sa capacité à avoir une vision claire à le poursuivre. On peut détester Donald Trump, il défend les intérêts américains. Quoi que ça en coûte. America first. Yes. Et puis quoi que ça en coûte, ils les défendent. Mais nous, on a l'impression que nous attendons des miettes, nous attendons que les gens aient pitié de nous, etc., etc. Alors que dans un contexte où le Sahel, encore une fois de plus, a besoin du Sénégal. Récemment, l'Union africaine a choisi d'ailleurs un Gambien que je félicite au passage, j'ai oublié le nom, comme représentant de l'Union africaine au Mali et dans le Sahel. C'est un poste que le Sénégal pouvait prendre. Mais le Sénégal, sur le plan de ces compétitions au niveau des diplomaties et dans toutes les diplomaties, on est en recul partout. On est en recul partout et je ne sais pas ce qui se passe. On est moins organisé, moins structuré, on fait moins de lobby. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le pays est en train de stagner de ce point de vue-là. Vous êtes féru de géopolitique. Surtout panafricaine. Oui, mais cette fois-ci, allons un peu à Gaza. Quelle diplomatie sénégalaise face à cette crise? Le Sénégal fait partie des pays qui ont accueilli... L'Iran, évidemment, et Israël dans la même foulée. Vous savez, ils ont attaqué l'Iran pour qu'on oublie de parler de Gaza. De ce qui se passe en ce moment à Gaza. Ce qui continue de se passer. Tout le droit international du monde libre est en train d'être piétiné. Comme c'est en train d'être piétiné aussi dans le Sahel. Parce que quand on parle de Gaza, on oublie aussi que dans nos pays, les djihadistes plus proches de nous et le massacre des peuples peuls, nomades, qu'on assimile à des djihadistes, le délit ethnique, le délit d'initié, toute cette violence est en train de s'abattre sur les communautés africaines, on n'en parle pas assez. Donc à chaque fois qu'on parle de Gaza, j'aime bien aussi qu'on parle des massacres de nos communautés. Mais dans tous les deux cas, on ne peut pas y avoir de l'indignation sélective, il faut simplement s'indigner. Mais en dehors de l'indignation, encore une fois de plus, le Sénégal avait l'opportunité, parce que les Américains disent qu'il n'y a pas de mauvaise crise, tout dépend de comment vous appréhendez la crise.
cette crise aurait pu être une opportunité pour la jeune démocratie sénégalaise qui a montré toute sa vigueur lors de ces dernières élections en amenant un opposant passé d'office au premier tour. Aurait pu être des bonus pour la diplomatie sénégalaise, pour peser sur le conflit à Gaza, pour peser sur les différents conflits dans le monde. Mais si nous avons nous-mêmes, au sommet de notre État, on ne sait pas qui fait quoi et quand et comment et sur quel projet on s'accorde, eh bien nous serons toujours à la traîne. Et c'est bien triste et bien dommage. Parce que nous pouvons faire mieux. Merci beaucoup Fadel Barro. On n'a pas parlé de Kaolack. Hey, c'est vrai. Hein, Kaolack, qui vous est très cher. Alors, effectivement, j'allais commettre cette bourde. Les semences l'année dernière, vous avez vu les rendements que nous avons obtenus, nous qui faisons de l'arachide. On ne sait pas si c'était les pluies qui étaient... C'est parce que je suis sur le fil aussi ce qui s'est passé aux États-Unis avec les félicitations de Donald Trump pour le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Il faut encourager notre jeune président à aller... Exactement. C'est un peu même dans cette veine qu'il a parlé. Le président Trump au président Diomaye, il a eu un parcours, dit-il, très intéressant. Il paraît jeune, même s'il est un peu plus âgé qu'il n'en a l'air. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui fait dire ça. Il a fait un travail fantastique. L'ancien gouvernement l'a traité injustement, mais il a tenu bon. Et félicitations à lui, vraiment. Donc, j'étais en train de suivre ces mots de Donald Trump pour le président sénégalais. Mais comme vous l'avez si bien dit, on ne va pas se quitter sans parler de l'hivernage et Kaolack qui vous est très cher, le Saloum en général. Alors, comment ça se passe à Kaolack? Nous subissons, à l'image de tous les territoires de ces pays, l'inéquité territoriale. Vous savez, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure du dialogue, j'ai oublié de mentionner une question importante, ce sont les maires qui demandent, et je salue au passage le maire de Taïba Niassène, qui a porté ce plaidoyer pour qu'on le revalorise. Mais revaloriser les maires, c'est remettre au centre de l'animation de politique de développement par les acteurs locaux. C'est aussi les protéger, on n'en a pas assez parlé. Mais Kaolack, à l'instar de tous les pays, dès que vous sortez des capitales, dès que vous sortez de Dakar ou de l'axe Dakar-Saint-Louis-Thiès, maintenant un peu Diourbel avec l'autoroute à péage, on est abandonné. Il y a une inéquité telle sur le plan des infrastructures sportives, sur le plan des infrastructures culturelles, sur le plan des infrastructures... Macky Sall avait fait quelques efforts en délocalisant les universités, mais ce n'est pas suffisamment été accompagné. Aujourd'hui, l'environnement, le début de l'hivernage, les mouches dans des régions comme Kaolack, c'est un problème. Il faut que les gens s'en occupent. C'est une question de santé publique. Les moustiques, les gens, ce n'est pas une fatalité. On peut s'en occuper. Le manque d'eau. J'ai vu qu'il y avait des efforts. C'est ici dans vos plateaux à la TFM que j'avais interpellé le ministre Cheikh Tidiane Dièye sur le manque d'eau, surtout dans les quartiers périphériques. Il y a les châteaux d'eau sont en train d'être rénovés, mais on ne peut pas s'en arrêter là. Il faut trouver des solutions définitives. Les installations anti-hivernage, on est dans le même schéma, mais je pense qu'il est urgent qu'on essaie de corriger cette inéquité territoriale et que les maires restent chez eux pour travailler, parce que le nôtre, maire de Kaolack, on ne le voit pas. On ne le sent pas à côté des populations. Merci beaucoup Fadel Barro. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.